Salut, c'est Martin Maga, on se retrouve pour mon nouveau podcast donc dédié au bilan du mois comme d'habitude. Mais désolé, j'ai pas pu faire en mai et en juin, alors pour mai vous avez un bilan de cinéma interdit. Alors aujourd'hui on va parler du coup de 10 choses concernant le cinéma, 3 actualités, 5 films et 2 réalisateurs. Alors pourquoi que seulement 5 films à l'époque, enfin à l'époque, il y a 2-3 mois, je parlais de tout ce que je voyais. Bah en fait c'est très compliqué à faire, du coup je préfère sélectionner les meilleurs films. Comme ça déjà au montage c'est moins compliqué que de parler de 20 000 films en 30 secondes. Mais bref. Je vous propose de directement entrer dans le vif du sujet avec la Mostra de Venise 2023. On va pas parler de la polémique qu'il y a eu sur 3 réalisateurs. Grosso modo, bon, j'en parle par prétérition, hein, pardonnez-moi. Mais en gros, on va vite fait en parler quand même. Je suis pas contre le fait qu'ils fassent des films, mais je suis contre les personnes clairement, et je pense que bon, ils devraient pas être être sélectionnés dans des festivals, et bon, c'est très dur d'en parler, mais bref, bon, n'abordons pas le sujet parce que de toute façon, c'est pas du cinéma de genre. Mais donc, commençons avec les 5 films que j'ai sélectionnés de la Mostra de Venise. Du coup, c'est l'actu numéro 1, c'est pas les 5 films du jour. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, film de 2023, qui devrait sortir en décembre aux États-Unis, mais qui n'a pas encore été repoussé pour la France, je crois. Je crois que le film sort toujours en octobre en France. Mais sauf que je vois que ça a été repoussé partout dans le monde, du coup ça va être repoussé en France, même en Grèce, qui était la première mondiale. Enfin, la première mondiale dans les sorties officielles, je veux dire. Sort le 8 décembre, du coup c'est mort, on l'aura en décembre. Mais pour le moment, c'est qu'en octobre. Du coup, officiellement, on est en octobre. Nouveau film de Yorgos Lanthimos, ma plus grosse attente de cette seconde moitié de l'année, en tout cas de cette fin d'année. De ce dernier tiers, du coup. Puisque nous sommes en août. Ça va être incroyable, grosso modo. Je pense qu'on peut dire que ça va être incroyable. C'est avec Emma Stone et Mark Ruffalo. Je suis pas fan des deux, mais il y a Willem Dafoe, je pense, pour sauver les meubles, comme dirait l'autre. Nous verrons. Ensuite, nous avons El Conde ou The Count de Pablo Larraín. Alors le mec, de base, il réalise pas trop de films de genre. Paradis Spencer lorgnait avec le film de genre et il a réalisé un pur film de genre en 2010, Post-Mortem, film chilien. Pablo Larraín était un réalisateur chilien. Bah là, il retourne au Chili après un Spencer américain, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre de la nationalité. Peut-être anglais, je vais vérifier. Mais en gros, un film de vampire qui s'appelle El Conde, qui traite de Augusto Pinochet, le dictateur. C'est un film, a priori c'est Royaume-Uni, USA, Allemagne et Chili. Je vais pas m'embêter à regarder si c'est le Royaume-Uni ou les USA, franchement. Bref, les deux participent grosso modo. Donc je regarde, il est sur Prime Video, donc pourquoi pas le regarder un jour. Mais donc en gros on est sur une comédie noire, El Conde, parlant d'Augusto Pinochet, mais sauf que dans le film c'est un vampire de 250 ans. Bon, ça a l'air très intéressant tout ça. Faut savoir que Pauvre Créature et El Conde sont en compétition. Voilà, ils sont en compétition dans le festival, du coup ils peuvent gagner. Le Lion d'Or, je ne sais plus. Je sais que c'est la Berlinale. Plus haute récompense de la Mostra. Je ne me rappelle plus. Mostra. Plus grosse récompense de la Mostra, c'est le Lion d'Or, ouais. Je ne dis point de bêtises, c'est le Lion d'Or. Ensuite, nous avons un film qui n'est pas un film de genre, mais qui m'intéresse, voilà, de plutôt bon point. Bastarden de Nikolai Arkel. Alors, j'ai quand même espoir que ce soit un peu thriller, quand même. Ce qui permet que ça rentre dans les films de genre. Parce qu'il y a quand même Christine Kouja-Torp qui est dans le film. Que l'on connaît notamment pour Sick of Myself, Ninja Baby et The Burning Sea. The Burning Sea qui est dans les films qu'il faut que je vois parce que c'est un thriller un peu actionneur, mais ça reste un thriller. Sauf que d'après ce que je vois, elle a le rôle principal. Donc bon, je me tâte à le voir ce film. Enfin bref. Ça a l'air sympathique, c'est un film qui se passe dans les années 1700 au Danemark, au milieu des années 1700 a priori. On va suivre le personnage de Mads Mikkelsen qui va faire des trucs. Voilà, grosso modo. C'est un film danois, tiens, je savais pas qu'elle pouvait aussi tourner en danois, Christine Kojat-Torp, on en apprend tous les jours, je ne pensais pas qu'elle pouvait tourner en danois. Elle est norvégienne et elle vit à Copenhague. Donc si, ouais. Ouais, je suis en train de lire sa bio là. Norvégienne actrice, auteur et set designer, born in Oslo and living in Copenhagen. J'adorerais aller au Danemark, en Norvège et tout, bref. Ça c'est plus personnel. Ensuite, nous avons un nouveau film de Quentin Dupieux, après Yannick, que j'ai vu, mais on en parlera peut-être dans mon bilan d'août ou peut-être pas, ça dépend si j'ai vu des films plus importants dans le mois. Mais là, grosso modo, en 2 mots, très sympa.
Ensuite, du coup, Dali, comme je vous disais, qui est du coup le second film de Quentin Dupieux de l'année, en sachant qu'il en prépare déjà un autre, dont le nom est Bryce, ou Bryce, tout simplement. Mais là, du coup, Dali, on suit l'histoire d'une journaliste, je tiendrai à dire, puisqu'il y a Anaïs de Moustier comme rôle féminin principal, et que tous les autres, a priori, joueraient Salvador Dali sous des versions différentes. Mais en gros, qui va rencontrer Salvador Dali à plusieurs reprises, pour un projet de documentaire. Ça a l'air sympa, ça va être burlesque, bref. Ensuite, nous avons La Bête de Bertrand Bonello. J'ai jamais vu aucun film de Bonello, mais là, il y a Léa Seydoux dans le rôle principal. Et je viens de voir à l'instant qu'il y a Elina Lowenson en rôle secondaire. Il y a George Mackay en rôle principal aussi. Mais là, on a quand même Lowenson en rôle secondaire. Bon, ça donne toujours un peu envie. Romance, science-fiction, drama, un monde où les émotions ne sont plus, mais où les émotions vont être par instant retrouvées. Je pense que ça peut toujours être, ma foi, intéressant. Voilà, voilà. Passons désormais à ma deuxième actu, avec un film, avec un réalisateur... Attendez, pardon, j'ai l'impression d'avoir oublié un film. Non, non, j'ai rien oublié. Au fait, il y avait un film hors compétition là-dedans, et le film hors compétition, c'est Dali de Quentin Dupieux. Tous les autres films sont en compétition et peuvent gagner le Lion d'Or. On espère un petit Yorgos Lanthimos. Le réalisateur d'Orange Sanguine, du coup, parce que c'est ça notre deuxième actu, est en tournage pour Les Pistolets en plastique, son nouveau film. C'est intéressant. C'est intéressant, Gontran. C'est intéressant. Orange Sanguine était un film incroyable. Parfaitement incroyable. Tandis que... comment ça s'appelle, Apnée était très 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 bon, même excellent, hein, je pense qu'on peut le dire. J'ai largement préféré Orange Sanguine. Mais grosso modo, Apnée 4 étoiles, Orange Sanguine 4,5 quoi. Je veux dire que ça reste quand même excellent les deux. Mais donc du coup j'attends fortement son troisième film qui a parlé en gros d'un gars qui va aller... en gros il va être arrêté par la police parce qu'en gros il paraît-il il sait pas ce qu'il prétend être, il est pas qui il prétend être en fait. Il paraît-il ce serait un gars qui aurait tué sa femme et ses deux enfants des années auparavant. Et du coup il va être arrêté tandis qu'en fait il clame son innocence et en gros il y a deux enquêtrices amateurs qui sont convaincus que c'est bien lui l'assassin de la famille, sauf qu'il y a un autre quarantenaire, un quadragénaire du coup, pas français au passé mystérieux, qui célèbre son mariage avec sa jeune et jolie fiancée en Argentine. Bon. C'est inspiré de Xavier, DDL. Xavier DDL, bon, je vous laisserai deviner c'est qui. Bon, au pire, demandez-moi, mais je ne le dirai pas dans cette vidéo. Mais grosso modo, ouais. Xavier. Et ça part de lui. Ce qui est assez fou quand même. Mais après, d'un côté, quand tu vois que c'est Jean-Christophe Maurice, c'est pas si fou que ça. Que lui, il aime bien aborder des sujets qui déraillent un peu. Je me rappelle que Orange Sanguine m'avait totalement brisé, c'était mon trauma de 2021, carrément. De base, dans le film, il devait y avoir Blanche Gardin, sauf que d'après ce que je vois, elle n'est pas au casting sur Letterboxd, en tout cas, elle n'est pas annoncée comme étant au casting. Il y aura Jonathan Cohen dedans, il y aura Vincent Desdiènes, il y aura Charlotte Laemmel, que l'on connaît pour avoir joué dans Orange Sanguine, et Yannick de Dupieux. Et du coup, voilà. Elle a eu un tout petit rôle dans Yannick et dans Orange Sanguine. Je crois savoir qu'elle joue, mais alors son rôle est vachement mineur quand même. Peut-être même qu'elle joue un autre rôle. Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'elle joue l'une des femmes qui fait les auditions, mais je suis pas sûre. Ensuite, notre troisième actualité est la plus importante parce que ma deuxième plus grosse attente de l'année, qui devait sortir en 2020. En fait, de base, c'est dans mes attentes de l'année, puis je l'ai enlevé parce qu'en fait, le film est de base annoncé pour 2024. Donc, il va faire sa première mondiale au TIFF 2023. Pour il va le faire le 7 septembre 2023 à Toronto, au TIFF, Toronto International Film Festival. Et ça va être tout bonnement grandiose. Entre nous, ça va être tout bonnement grandiose. Bon, je pense que j'attends énormément le scénario de Christopher Borgli, qui est du coup l'histoire, qui est du coup avec Christine Couchat-Thorpe, dont on parlait tout à l'heure en parlant de Bastard. Enfin, pas ce film-là, mais le second film du réalisateur, Sick of Myself, avec lequel j'ai découvert, qui est mon coup de cœur de 2022, est avec Christine Couchat-Thorpe. Bon, tout est lié dans ces actualités, j'ai bien l'impression. On parle de Nicolas Cage. Lui, il a aucune liaison, mais en gros, pour ceux qui s'intéressent, Nicolas Cage joue le rôle principal, il joue un professeur Scooby, qui est un loser, grosso modo, qui va apparaître dans le rêve de toutes les personnes sur la Terre. Bon,
La popularité, elle est en hausse, du coup, pour Monsieur Cage. Enfin, pour Monsieur dont on n'a pas le nom. On connaît pas son nom, son prénom dans le film. Enfin, bref. Ensuite, nous pouvons continuer dans les actualités. Enfin, c'est la dernière, mais j'ai beaucoup d'attentes envers ce film parce que bon, c'est produit par A24, c'est produit par mon réalisateur préféré Ari Aster. Je pense que grosso modo, on est sur une petite claque d'avance. Bon, je sais pas comment on va la prévoir, mais ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. Franchement, je pense qu'on peut que attendre ce film. Enfin bref. Passons désormais aux 5 films que nous traitons aujourd'hui, du pire entre guillemets au meilleur, puisqu'ils sont tous au minimum très bons, au maximum excellents. Du coup, commençons avec Dangereuse Alliance ou The Craft de Andrew Fleming, que j'ai découvert, ou Fleming, je ne sais pas, puisqu'il n'y a que un M, que j'ai découvert à Panic Cinéma, enfin la colo, carrément, Panic Cinéma, en juillet 2023, je ne saurais pas vous dire la date exacte, je vais vérifier, je dirais vers le 7, donc il y a à peu près un mois. Le 7, oui. Et j'ai une bonne mémoire quand même. Hein. Ouais, le 7 juillet, je l'ai découvert pile le 7 juillet, du coup ça va faire un mois demain. Au moment où j'enregistre, du moins, vous, ça fera certainement bien plus d'un mois, vu ma capacité à monter lentement. Mais donc, c'est incroyable. On est sur un teen movie, alors ok, il y a des aspects un peu simples, mais on est sur un très bon teen movie, je trouve. Déjà, c'est très cruel pour un teen movie, c'est pas un teen movie hyper facile, hyper lisse, hyper simple, non. C'est un teen movie intéressant, intelligent, qui va toujours au-delà. Et je trouve ça bien d'avoir un teen movie cruel, même par instant, avec de bons acteurs, enfin principalement de bonnes actrices. On a Robin Tunney, Fairuza Balk, Rachel True, Neve Campbell, que j'adore. On a Skeeter Rich, un rôle masculin principal. Après, ça reste un rôle très très secondaire. Hein. Mais grosso modo, Neve Campbell et Skeeter Rich qui se retrouvent la même année. Après Scream et Dangereuse Alliance, ils se retrouvent dans 2 films la même année. C'est toujours sympathique de voir les deux dans un film. Même s'ils partagent pas trop de lignes ensemble, je crois, dans ce film-là, puisque c'est principalement le personnage de Nancy et le personnage de Sarah qui vont lui parler. Enfin bref. C'est un film incroyablement bien, parce que les effets spéciaux sont super clean pour un film des années 90. Il y a un moment, il y a une femme qui sort d'un miroir. Cette scène, aujourd'hui, on l'a refait. Bon, le cliché, on le sent. Mais bref. Non, mais c'est très très sympathique, The je peux que vous le conseiller. Alors ok, il y a des petits moments bas au niveau du scénario, parce que grosso modo, il y a que le personnage de Robin Tunney et le personnage de Fairuza Balk qui sont développés. Tous les autres, ils sont grosso modo jetés. Jetés, mais genre, tiens, on les prend, on les largue. Ce qui est assez triste. Mais bon. Donc non, mais c'est très très bien comme film. Il y a des défauts scénaristiques, mais c'est un teen movie cruel, notamment à la fin, je trouve. Le film prend des grands partis pris et ça j'aime bien. J'aime bien les films qui prennent des partis pris. Ensuite, nous avons un film de 2023 du nom de God is a Bullet. Notre seul film de 2023 aujourd'hui, on a un film de 2022 et de 2021. Mais notre seul film de 2023 qui est pas sorti officiellement en France. J'ai pas vu la version entière, j'ai vu une version de 2 heures alors que le film dure 2h35. Bon. Pourquoi j'ai pas vu la version de 2h35? Parce qu'en fait, moi j'ai vu en version canadienne. Et il y a des restrictions au Canada. En gros, il y a que les États-Unis qui ont la version complète. Parce qu'en fait, il y a un truc tout simple qui, en gros, comment on va expliquer ça? Religieusement, le film a des petits côtés un peu moquerie religieuse, voilà. Qui a pas plu au Canada et tout. C'est pas même pas des moqueries religieuses, mais c'est juste des propos anti-religion qui vont peut-être trop loin. Du coup, moi, je n'ai pas eu ces propos-là, mais déjà. Alors, si rien que sans ça, les propos étaient. En fait, j'espère juste que la version longue, elle est pas trop non plus. Parce que, par exemple, ils ont pas censuré la violence, en fait. Principalement censuré le côté religieux. Ou anti-religieux, du coup. Mais j'espère que juste que ça allait pas trop loin non plus, parce que je suis très contente d'avoir vu cette version de l'autre côté, parce que. Après, j'ai pas vu l'autre, du coup, je peux pas comparer, mais. Grosso modo, c'est parce qu'en fait, comment expliquer? Là, il y a un propos construit et intéressant. J'espère que dans la version longue, le propos est aussi construit et intéressant. On a un propos sur la religion dans ce film que je trouve ultra intéressant de A à Z. Genre, t'as des questionnements, t'as des trucs qui sont... Comment dire, qui sont analysés, étudiés presque dans le film. Et je trouvais ça super bien fait par Nick Cassavetes, qui est du coup le réalisateur. Je sais pas s'il a un lien avec un autre Cassavetes, ça c'est connu. Je suis en train de vérifier. Alors oui, c'est l'enfant de Jenna Rowland et de John Cassavetes.
Mais j'ai pas vu les films de son père, mais grosso modo, ouais, son nom de famille est assez connu. Mais de toute façon, il a déjà fait ce film. Alors, c'est un film très différent dans sa carrière. Que lui, de base, il a réalisé The Notebook, The Other Woman, en gros, pas mal de comédie ou de drame, un peu à la Merlock. Il a scénarisé God is a Bullet, ouais, après... Ouais, il a assez longtemps. Je pensais que justement, il l'aurait pas scénarisé. Après, il a déjà scénarisé Blow, par exemple, de Ted Down. Enfin, non, du moins, il l'a co-scénar avec David McKenna. Mais ouais, il a déjà scénarisé des trucs un peu thriller. Bref. Revenons à nos moutons. À nos moutons. Et notamment à nos Micah Monroe, à nos Nikolai Coster-Waldau et à nos Karl Glusman. Parce que le casting est exceptionnel. Nikolai Coster-Waldau, c'est incroyable. Karl Glusman, très bien. Jamie Foxx, j'aime pas trop l'acteur, mais franchement, c'est Joe, très bien. Soyons pas de mauvaise foi. Ethan Suplee, un très bon second rôle américain. Et les autres, je les ai pas nécessairement trop retenus. On a Jano Harry Jones, bref, pas nécessairement des rôles tous marquants. Par contre, on a Micah Monroe en rôle principal. Bon, c'est l'actrice que je suis pas mal en ce moment. J'essaie de regarder le plus de films possible avec elle. J'aime beaucoup Micah Monroe. Je trouve qu'elle est une très très bonne actrice qui est à suivre, franchement, parce que les films dans lesquels elle joue sont toujours intéressants, je trouve, du moins. Après, ce n'est que mon avis, mais j'ai toujours trouvé les films dans lesquels elle joue intéressants. Euh, Même si, en vérité, après le gros problème de Micah Monroe, c'est que bon, même si ses films sont un peu du temps bien, elle choisit pas si bien que ça ses rôles. Watcher, je suis l'un des seuls à avoir pas trop apprécié malgré sa performance. Greta, c'est en demi-teinte malgré sa performance. Significant Other, c'est quoi le nom français? Le nom français, je ne me rappelle, j'oublie tout le temps le nom français de Significant Other. Mais grosso modo, même là, elle avait une bonne performance, mais le film est une obsession venue d'ailleurs. Voilà, une obsession venue d'ailleurs, il y a des moments où, bon, non. Sinon, elle a joué dans quoi d'autre? Elle a joué dans quoi d'autre? Le reste, je trouve ça très très bien, genre God is a Bullet, Villains, It Follows. Puis je parle des plus grands fans d'It Follows là aussi. Pour ça, je vous dis que ces rôles sont pas si bien choisis que ça en fait. En y repensant, surtout son jeu. Je me suis trompée de tard, surtout son jeu qui est extraordinaire, je trouve. Mais voilà, donc franchement très 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 bon film que ce God is a Bullet. Il y a des scènes d'action jamais trop abusées, voilà. Si vous attendez à des scènes d'action, sachez que c'est pas non plus abusé non plus. Vous attendez pas à trop. Bref, sympa, très sympa même. Passons à l'oiseau au plumage de cristal. J'espère que le film va sortir officiellement en France en version non censurée. Vous savez les DVD avec marqué version non censurée. L'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento ou l'uccello dalle piume di cristallo et mon accent nul comme d'habitude. Enfin, je pense que j'ai un meilleur accent quand je parle anglais là déjà, donc petite évolution. Après, j'en sais rien, mais bref. L'oiseau au plumage de cristal qui est mon troisième Argento préféré, qui est un film foncièrement intéressant, mieux que Profondo Rosso. Que Profondo Rosso a clairement tout pompé sur le premier film d'Argento qui est l'oiseau au plumage de cristal, parce que l'oiseau au plumage de cristal est son premier film. Profondo Rosso, il l'a sorti quelques années après, mais je trouve que Dario Argento a auto-pompé les idées de l'oiseau au plumage de cristal, et je trouve ça plutôt triste. Voilà. L'oiseau au plumage de cristal, qui est pas nécessairement le plus marquant sur pas mal d'aspects, mais que je trouve foncièrement intéressant. Là, je vois déjà l'affiche est incroyable. Désolée, mais l'affiche, en fait, moi je prête pas trop attention aux affiches, mais là j'y prête attention, je la regarde bien et tout. C'est magnifique l'affiche. C'est magnifique. Mais donc, en gros, tu suis un Américain qui vit à Rome, qui, en gros, il va devoir rester à Rome, parce qu'en gros, il va enquêter sur un meurtre. Souvent, ça revient toujours, c'est des gens hors de la police qui vont enquêter. Et bah là, il enquête très bien. C'est incroyable le plumage de cristal de A à Z, très bon dialogue, il y a vraiment de bonnes idées, l'idée du tableau tout au long du film, la caméra est exceptionnelle, qu'avons-nous d'autre? Après, ce que j'ai toujours aimé, c'est de dire que le ou la tueur est, le tueur ou la tueuse est imprévisible, et franchement, j'aime beaucoup cette idée. C'est un très bon galop, très simple, mais les galops ont souvent des codes assez simples tout de même. Mais là, Argento, il le fait hyper bien, comme d'habitude. Il y en a qui l'a mal fait, mais j'ai toujours trouvé ce film très bon jusqu'à Opéra, qui est selon moi le
pire, entre guillemets, c'est très bon. Je sens que c'est la période où il déraille. Bah, techniquement, je trouve que, vite fait, petit aparté, mais Phénoména est un miracle. Hein. Parce que Phénoména, il est sorti entre Ténèbres et Opéra. Et faire un coup de maître comme ça entre Ténèbres et Opéra, c'est assez compliqué. Dans le sens où j'aime beaucoup Ténèbres notamment. Mais Ténèbres a quand même des défauts d'opéra et des défauts qui vont que s'accentuer les années après. Mais Phénoména, genre il s'extirpe de sa Phénoména, n'a aucun de ces défauts-là. Donc je sais pas. Peut-être qu'il a écrit le scénario avant, j'en sais rien, aucune idée, mais c'est un petit miracle, Phénoména. Pour moi, c'est sûrement le miracle de Dario Argento. Après, j'ai pas vu le syndrome de Stendhal, qui paraît-il est le meilleur film d'Argento post 1990, c'est-à-dire de 1990 à 2020 à 2022, c'est le meilleur film qu'il aurait sorti. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, d'après les critiques que je lis à la base. Après, il y en a qui commencent à dire que c'est Oscalineri, mais Oscalineri est pas non plus transcendant, si je peux me permettre. Voilà, l'oiseau au plumage de cristal, nous y revenons. Très bon jeu d'acteur. Le côté oiseau est très bien relié, tout comme le chat à 9 queues ou Quatre mouches de velours gris, la trilogie animalière. Après, c'est pas une trilogie officielle, vous savez, c'est une trilogie spirituelle, grosso modo. Non, c'était très bien, le plumage de cristal, le premier film d'Argento. Faut pas oublier que Argento, il a pas tenu longtemps quand même dans le cinéma. Il a tenu 20 ans, quoi, grosso modo. Et il a tenu 20 ans sur... en gros, si on compte même jusqu'à 2010, sur quand même 40 ans de carrière, hein, si je dis pas de bêtises. Genre, la moitié de sa carrière est très très bonne. Encore, on a Opéra et Ténèbres, que j'aime beaucoup, hein, mais qui ont quand même pas mal de défauts. Que j'ai découvert le mois dernier aussi, d'ailleurs. La plupart des Argento, je les ai découverts en juillet ou début août à la limite. Ténèbres, je les ai découverts en août. Voilà, je raconte une bêtise, j'ai découvert en août, donc peut-être qu'on en parlera le mois prochain, qui sait. Pour moi, c'est les meilleurs films d'horreur selon Letterboxd que j'ai pu voir depuis le début du mois. Enchaînons avec Limbo de So Chang, que vous connaissez pour Accident, prochainement pour Mad Fate, mais qui est surtout connu pour Limbo en ce moment. Vous connaissez aussi pour SP de la trilogie Monkey King, Dog Bite Dog, Motorway, bref, plein de films. Et Limbo de base devait être en couleur. À cause de la censure, il a été mis en noir et blanc. Limbo est un film de 2021 qui n'est sorti qu'en 2023 en France. Moi, il est dans mon top 2021. Il est 15ème de mon top 2021. Sur une petite centaine de films. Voilà. Mais, j'ai trouvé ça très 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 bien, Limbo. Dans le sens où déjà c'est un coup du hasard, mais la censure a aidé justement au film. Avec ce côté poisseux, black and white, complètement fou. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'on suit une ville tentaculaire. Alors oui, je vois ce qu'ils veulent dire, mais bon, tout est relativisé, grosso modo. Mais Limbo est vraiment excellent déjà dans son traitement des personnages, dans son traitement de la noirceur, dans son nihilisme. Puis je trouve que la fin a un petit côté optimiste. Oui, un petit, hein, mais bon, la fin a quand même un brin d'optimisme. Faut dire la vérité, on va pas se mentir. Ça aurait pu être encore plus loin dans le dalle, mais bon, tout le film va déjà très loin dans le dalle. Le casting est très bon. On a Lam Katung, Liu Yase, Mazan Lee, qui est assez oublié dans les nommés du casting, mais qui est pourtant tout aussi bon que les autres. Hein. Mais donc Limbo, qui est du coup foncièrement intéressant, qui a été présenté en 2021 à l'Étrange Festival, et qui là a gagné le Grand Prix du Reims Polar et des hallucinations collectives en moins d'une semaine, en 2023. Genre normal, il est ressorti avec 2 Grands Prix. Je crois qu'il a pas fait aucun festival français en 2022 d'ailleurs. Genre il est passé sous les radars, et là il revient, direct, bim, boum. Ensuite enchaînons avec un film russe de Kirill Serebrennikov. Réalisateur, alors pourquoi j'ai vu son film, qui va avoir une carte blanche à l'Étrange Festival 2023. Du coup, je voulais voir un de ses films avant d'aller à sa carte blanche, parce que je pense qu'il peut faire du show très intéressant. Quand j'ai vu ce film-là, c'est mon premier Serebrennikov. La femme de Tchaïkovski. Tchaïkovski wife. Grandiose. C'est... Dire que Limbo est excellent, bah, grosso modo, Limbo, il est arrivé très très haut dans mes tops de 2021. Il est arrivé 15ème sur combien de films, je vais vous dire. Il est arrivé 15ème sur pas mal de films. La femme de Tchaïkovski est arrivé 14ème sur 189 films. 14ème sur 189. Limbo est arrivé 15ème sur 146. Bon, la femme de Tchaïkovski sort donc mieux que Limbo, techniquement. Mais c'est incroyable. Après, le film a des côtés très très classiques, mais bon, c'est un peu les défauts d'une tragédie. Mais j'aime beaucoup ce genre de film très tragédique et tout. On est très attaché à la femme de Tchaïkovski. Alors, je sais que les avis diffèrent à ce niveau-là. Parce que
comment dire, je connais quelqu'un notamment qui a détesté ce personnage-là, qui a adoré le film et qui a détesté le personnage. Il y a des scènes très puissantes, notamment la scène de l'affiche française et l'affiche américaine. Cette scène-là, elle est incroyable. Je la trouve folle. La fin est incroyable. Alors, je peux vous la spoiler, bon, si vous voulez quitter directement la vidéo ou avancer, mais vraiment, c'est pas un truc qui se spoil, quoi. C'est un truc ultra prévisible. Après, au pire, avancer de 30 secondes. Mais grosso modo, elle devient complètement tarée, elle imagine des trucs à la fin. Genre, il y a des gens qui dansent avec elle, genre, c'est hyper étrange. Elle est internée, bien entendu. Et c'est incroyable. Moi, je m'attache beaucoup à ce genre de personnages en plus. Les personnages qui tombent dans la folie comme ça, j'adore ces personnages-là. J'ai un petit attrait pour ces personnages-là. Du coup, c'est un de mes types de films préférés. Vous savez, les espèces de tragédies suivant des femmes, ou même des hommes, même si c'est souvent plus des femmes, genre Pearl, qui voulait être une star et qui en fait a tout gâché. Bon, c'est pas du tout le même type de film. Et je sais pas si vous voyez un peu là où je veux en venir. Sissi, qui était une femme qui voulait juste avoir des amis, et à la fin, elle part totalement en slasher. Bon. Après, la fin de Tchaïkovski, ça reste beaucoup plus doux. C'est-à-dire qu'elle elle va buter personne, quoi, grosso modo. Mais elle va tomber dans la folie et j'ai beaucoup aimé ce film. Alors c'est pas très joyeux, c'est gay mais pas gay en gros grosso modo comme m'a dit quelqu'un. Et c'est pas joyeux mais j'adore la photographie. Je sais que j'avais entendu sur le podcast Daily Movies, je crois d'Hugo, je suis pas sûre à 100%. Que si j'ai entendu là, mais la photographie était un peu trop grisâtre par instant. Non, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça donne, bah, ça donne le ton quoi, grosso modo. Il y a des scènes comme très théâtrales. Hein. T'as une scène notamment avec plein d'hommes, je trouve, avec la femme de Tchaïkovski, du coup, qui est dedans. Enfin, pas dans les hommes, bien sûr, mais je trouve cette scène un brin théâtrale, notamment avec les gants et tout. Un brin théâtral. Mais ça va dans le truc, quoi. C'est ultra théâtral, c'est très incroyable, c'est grandiose. C'est grosso modo une fresque grandiose. Ça dure 2h43, je vais dire 2h23. Et franchement, ça passe super bien. Je peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Une petite merveille, ouais. Je pense qu'on va dire une petite merveille, voilà. Passons désormais aux deux réalisateurs du jour. On va commencer par le pire. Alors, je vais pas aborder tous leurs films que j'ai vus, en tout cas, je vais les nommer vite fait, quoi. Mais commençons notamment avec Eloy de la Iglesia, réalisateur espagnol ayant œuvré fin années 60 enfin fin années 60, je vais vérifier mon info là, qui a œuvré de 1966 à 2003, si je ne dis pas de foutaise, je vérifie. À 2003, oui. Il a eu une rétrospective à l'étranger il y a des années, le réalisateur, bah là, il avait une rétrospective à la Cinémathèque française, en juillet, voilà, il avait une rétro, il passait tous ses films, enfin tous, il en manquait un. Mais grosso modo, il y avait 21 de ces films qui étaient présentés. Ils étaient présentés qu'une fois à chaque fois, quel dommage, parce que j'en ai loupé un ou deux. Après que les gens m'aient donné leurs avis, bon, j'aurais aimé les voir. Ou il y en a un que j'ai loupé, il y en a deux que j'ai loupé. Notamment loupé El Teco del Cristal, je crois que c'est le miroir de verre, je dirais. Ou le plafond de verre. Et Cannibal Man, la semaine de l'assassin. Mais semaine de l'assassin est rattrapable. Par contre, The Glass Ceiling, peut-être pas pour le moment. Ce réalisateur est incroyable. Bon, grosso modo, pour parler de sa filmographie, c'est un réalisateur qui aborde la transgression d'une très très bonne façon. C'est-à-dire qu'en gros, il aborde les paraphilies notamment. Il aborde une histoire avec un chien dans La Créature. Il aborde une histoire avec un prêtre dans El Sacerdote. Il aborde une histoire. Alors, paraît-il, il y avait une histoire un peu étrange. Du coup, je vais pas vous nommer le nom, mais grosso modo, en plus, il me part pas comme ça, mais bref. Grosso modo, il aime bien aborder ça, des sujets un peu sensibles, notamment sur El Sacerdote et La Créature. Il aime bien aborder son pays, genre parce que lui, il était sous l'époque du franquisme. Il aborde pas mal ça dans ses films, même après la période du franquisme. Mais franchement, il a réalisé de très 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 bons films. Notamment La Créature qui est mon préféré de lui, histoire sur une femme traumatisée par un chien qui va en adopter un du coup quand elle va faire une fausse couche. L'adaptation de la Tour d'écrou du Tour d'écrou d'Henry James qu'il réalise super bien. Il y a quelques petits défauts et puis surtout on nous a menti sur le synopsis, mais au moins ça prend le tout à contre-pied. Collega, c'est plutôt sympathique, comme Kanki Movie, parce que à Eloy de, enfin, Kanki Pellicula, mais Eloy de la Iglesia, du coup, qui est un réalisateur espagnol du cinéma Kanki.
qui réalise des films kinky, grosso modo des films qui parlent de jeunes délinquants en Espagne, quoi. Il a réalisé Miedo a salir de noche, je sais pas pourquoi ça me donne envie de chanter, j'ai mis du Rosalia, je sais pas pourquoi. Miedo a salir de noche, ou Peur de sortir la nuit, Afraid to go out at night. C'est un film kinky le plus oubliable de sa filmo, je dirais. Il a sorti Fantasia 3, son premier film, qui est un espèce de film cosplay qui a dû coûter 5,5€ chez Lidl, enfin 5,50€ chez Lidl. Il a sorti deux excellentes comédies, deux excellentes, très bonnes comédies, qui sont ma deuxième et troisième place de mon classement Eloy. Mais Peur de sortir la nuit, personne n'a entendu crier. Et la Escantara de Vallecas, le buraliste de Vallecas. Je trouve les deux vraiment forts. Non, de très très bons films les deux. Je peux que vous les conseiller, hein, sincèrement. C'est, comment dire. Ils sont vachement bons. Ensuite, nous avons... Ah, pardon-moi, je vérifie un truc pour ça. Ensuite, nous avons... quoi d'autre comme film de sa filmo dont je n'ai pas parlé. Il y a Le Prêtre, on en a déjà parlé. Fantasia 3, on en a déjà parlé. Le Bal du Vaudou, qui était un des premiers films que j'ai vu de lui, qui est le dernier dont je vous ai pas encore parlé. C'était sympathique, mais en fait, j'ai senti que le manque d'humour et le côté un peu absurde par instant, mais sans humour, gâchait tout le film. Notamment au moment où il y a quelqu'un qui balance quelqu'un d'autre sur un lac en plein jour devant tout le monde. Bon, bref. Ensuite, pardon, notre second réalisateur, Lars von Trier. Je me donne jusqu'à 40 pour vous parler de Lars von Trier, maximum. J'essaie de faire plus vite. C'est un de mes réalisateurs préférés, mon troisième réalisateur préféré. Ouais, mon troisième. J'adore Lars von Trier maintenant. J'ai vu 11 films de lui le mois dernier, hein, genre en juillet, 11 films de Lars von Trier. Dont l'excellentissime. Alors je vais aller du pire entre guillemets au meilleur. Donc d'abord on va aller sur les très bons, ceux qui m'ont un brin déçu. Breaking the Wave, Manderley et Les Idiots. Alors grosso modo Breaking the Wave, j'ai l'impression que Lars von Trier va me forcer à pleurer et du coup je pleure pas. Manderley, suite de Dogville. En fait ça pompe trop sur Dogville sur certains aspects, sur d'autres films de Lars von Trier. C'est un espèce de melting pot sympathique, hein, mais en gros grosso modo il y a trop d'auto-inspi. Les Idiots. Très très bon, mais j'ai pas non plus trop accroché. Ensuite, qu'avons-nous? Épidémique, incroyable, excellentissime. Là, on passe aux 4 étoiles. Hein. Il est excellent ce film. C'est grosso modo, je tendrai à dire que c'est son pire des excellents, et pourtant le film est pas trop aimé. Genre, il a 3,1 sur 5 sur Letterboxd. Le film est excellent. T'as parlé de la création d'un film en noir et blanc, le film est en noir et blanc. Le film qu'on regarde, hein, pas le film qu'ils veulent créer. Et ça part petit à petit en espèce de cauchemar un peu horreur. J'aime beaucoup. Ensuite, Europa et Dogville. Europa et Dogville que j'aime beaucoup là aussi. Europa, c'est une histoire en gros dans un train pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé. Il y a des sous-intrigues hyper bien reliées, etc., etc. J'aime beaucoup. Dogville, film avec Nicole Kidman et Lars von Trier, du coup, qui s'allient. Il y a de vrais trucs qui sont abordés. C'est un objet très complexe, Dogville, très 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 complexe comme film. C'est toujours intéressant, déjà la façon dont sont faits les bâtiments et tout, j'adore. Au début, c'est assez déconcertant. Moi, ça allait juste être pour l'exposition, mais non, ça dure tout le film. Et il y a tout ce truc sur comment elle est traitée, sur comment est abordé Dogville dans le film. Il y a de vraies thématiques. Ensuite, nous avons Element of Crime, qui est le premier film de Lars von Trier. Mon cinquième préféré de lui. C'est vraiment vraiment bon, genre. En gros, c'est un gars qui va essayer de se mettre dans la tête du tueur sur lequel il enquête. En gros, il est de retour, il était au Caire, là, il est de retour. Je ne sais où. Il est de retour au Danemark, je tiens à dire, parce que le film se passe au Danemark, parce que le film est danois, mais. En tout cas, il est de retour là d'où il vient, du moins. Et il va essayer de se mettre dans la peau du tueur pour essayer de le trouver, sauf que il va dérailler. Là, on parle vraiment dans le caviar Lars von Trier, c'est-à-dire Dancer in the Dark et The House that Jack Built. On est toujours sur des 4 étoiles. Hein. On est toujours sur des 4 étoiles. Dancer in the Dark, les 40 dernières minutes, c'est-à-dire que j'ai pleuré petit à petit pendant les 40 dernières minutes, c'est super fort. J'ai adoré The House that Jack Built. Hyper glaçant, mais très drôle. Pas hilarant comme certains pourraient le dire, mais très drôle. Vraiment, vraiment drôle. C'est un beau 4 étoiles. Ensuite,
on passe sur du 4,5 sur 5. Mélancolia, bon, c'est incroyable, j'ai adoré. Genre, et puis moi je me rappellerai toujours du début du visionnage du film, où je me suis dit, bon, on est sur du Lars von Trier, mais bon, le début c'est un mariage. Est-ce que j'étais dans un bon mood aussi à ce moment-là, mais le mariage va être joyeux et tout. Bon, au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'on était sur du Lars von Trier, hein, qu'on n'était pas non plus sur un film ultra mielleux et tout. Et en vérité, j'aurais dû m'y attendre. On est sur du Lars von Trier. J'avais déjà vu quelques Lars von Trier avant. Fallait pas non plus que je m'attende au bisounours, quoi. Mais j'avais eu espoir. Je sais pas, je me suis dit, bon, Lars, essaye. Bon, il nous a pondu un objet ultra nihiliste et mélancolique. Mais j'adore, il l'a écrit pendant sa dépresse, je crois. Et ça marche foutrement bien. Après, le meilleur Lars von Trier, qui est mon 3e film préféré de tous les temps maintenant. Faut dire les termes dans la vie. Antichrist. Bon. On est jamais trop loin du chef-d'œuvre. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Non, j'aime pas utiliser ce terme, le mot chef-d'œuvre. Mais quand il faut, il faut. Et là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a une bonne manœuvre. C'est un chef-d'œuvre. Là, de l'introduction à la scène finale, il y a l'introduction à la scène finale qui font partie des scènes les plus marquantes du film. Je trouve ça incroyable. En gros, c'est le personnage de Willem Dafoe, qui a pas de nom, qui en gros, il va perdre son fils pendant un moment spécial. Très spécial, du coup ça rend la scène encore plus étrange, c'est la scène d'intro. Charlotte Gainsbourg, qui est du coup sa femme, elle va tomber en dépression. En gros, et lui il est psychiatre ou psychologue, je ne sais plus, je pense qu'il est psychiatre vu sa manière de procéder. Bon, je m'y connais pas, mais... Et en gros, il va lui demander l'endroit où elle a plus peur d'aller, qui était l'endroit qui le rendrait le plus heureux avant, en fait. L'Éden, une petite cabine une petite cabine. Ouais, vraiment, j'allais parler à l'anglaise, une petite cabine in the woods. Non, une petite cabane dans les bois. Enfin, un petit chalet, quoi. Une petite lodge. Vraiment, faut que j'arrête, je suis cringe. Mais où en gros, pour vaincre les peurs du personnage de Charlotte Gainsbourg, sauf que petit à petit, ça appartient à un délire hyper fort. Je dirais que j'ai adoré. Antichrist. Surtout les points genre scénario hyper fort, les personnages sont très bien écrits. En fait, c'est excellent. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est le meilleur film de Lars von Trier. Voilà, c'est un de mes films préférés. C'est hyper bien écrit, les références bibliques sont super bonnes. Après, j'ai pas toutes les refs. Bah aussi, c'est biblique, hein, je lis pas trop non plus. Mais dans quelques années, je pense que je comprendrai mieux. C'est très intéressant, c'est un objet de cinéma fascinant, c'est un chef-d'œuvre. Hyper bien joué, avec un propos intéressant sur le deuil. Mes 3 films préférés sont sur le deuil. D'ailleurs, Midsommar, Lem, Antichrist, faut que j'aille consulter, grosso modo. Lars von Trier, qui du coup est un cinéaste de la transgression, un cinéaste nihiliste, misanthrope, qui n'hésite pas à aborder les sujets les plus durs. Et je sais qu'il y en a certains qui vont le boycotter à cause de ça. J'ai entendu ça notamment dans un podcast que j'aime beaucoup, mais qui boycotte Lars von Trier. Mais c'est parfait, Lars von Trier. Presque parfait. En tout cas, Antichrist, du moins, est parfait. Le reste un peu moins, mais voilà. Tout ça filmé à voir, hein, même Breaking the Wave, Wanderlei, les vidéos qui sont pas ses meilleurs, mais bon. Regardez tout ça filmo. En attendant, moi je vais vous laisser là. Ciao, c'était Martin Mega. Très heureux d'avoir pu aborder 5 films, du coup mes 5 recos du mois. Très content d'avoir pu aborder 2 réalisateurs. Elle a eu de la Iglesia, Lars von Trier. Elle a eu de la Iglesia qui a eu un coffret. Alors il y a Cannibal Man qui est sorti en France. Et il va y avoir El Pico 1 et 2 que je n'ai pas vu. Tout comme Cannibal Man. Mais il y aura Collegas aussi qui vont sortir dans un coffret. Lars von Trier, je pense qu'il va y avoir un coffret aussi. Mais rien n'a annoncé pour l'instant. Ciao, c'est Martin Mega. Prenez soin de vous. Moi je pense en demain. On se retrouve dans une vidéo prochainement. Ciao.